Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, les chefs d'État de la CEDEAO ne lèvent pas les sanctions contre le Niger. Pour un allègement, la junte doit s'engager à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. C'est ce qui ressort entre autres du sommet de l'organisation tenu ce dimanche au Nigeria. Le vice-président de la République, Timoko Mediekone, a représenté le chef de l'État à Abuja. Les séances se poursuivent au Sénat et à Yamoussoukro. Les membres du gouvernement se succèdent pour présenter leur budget aux sénateurs. La Commission des affaires économiques et financières a donné son quitus pour plusieurs ministères: santé, protection sociale, communication, solidarité, culture, tourisme et sport. René Mamadou, c'est le nouveau président de l'Union des jeunes du RHDP, élu avec 46,87%. C'était hier samedi au terme de l'Assemblée générale au Parc des Sports de Treichville. De 25 candidats au départ, 7 sont finalement allés à l'élection. René Mamadou succède à Dassansan. Il lance un appel à la cohésion. Les Égyptiens aux urnes ce dimanche pour un scrutin présidentiel de 3 jours. 67 millions d'électeurs appelés à se rendre dans les bureaux de vote jusqu'à mardi 12 décembre. Le président Abdel Fattah al-Sisi est opposé à 3 autres candidats. Le vice-président de la République, Timoko Mediekone, a regagné Abidjan ce dimanche en provenance d'Abuja au Nigeria. Abuja, où il a représenté le président de la République au sommet de la CEDEAO consacré aux questions sécuritaires et aux situations au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Le vice-président Timoko Mediekone qui revient d'Abuja représenter le chef de l'État à ce sommet. La session s'est penchée de nouveau sur la situation socio-politique et économique dans la sous-région. Nous le disions, les cas de transition au Niger, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée étaient sur la table. Mahama Traoré. C'est très tôt ce dimanche que le vice-président de la République, Timoko Mediekone, est arrivé à Abuja au Nigeria. Au nom du président Alassane Ouattara, il vient assister à la 64e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ce sommet est le 4e que tient l'organisation sous-régionale en 6 mois, ce qui est révélateur des multiples rebondissements de la situation sociopolitique dans la sous-région. 4 pays, notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et plus récemment le Niger, sont dirigés par des régimes militaires. La CEDEAO continue de militer pour un retour à l'ordre constitutionnel, convaincue que seule la démocratie reste le catalyseur du développement dans la sous-région. Le Conseil de médiation et de sécurité et le Conseil des ministres s'est réunis donc pour discuter de plusieurs questions relatives à la communauté. Les rapports de ces sessions montrent la nature formidable des difficultés auxquelles fait face la région, mais c'est aussi un signe d'espoir. Et cet espoir se symbolise par des politiques socio-économiques que vous, en tant que leader, vous avez mises en place à travers notre région et l'engagement généralisé envers la démocratie, de même qu'à la paix et à la sécurité. Les élections paisibles que la CEDEAO a soutenues au Nigeria, en Guinée-Bissau, à Sierra Leone et au Libéria, donc, doivent être citées dans ce contexte. Ces élections ont changé la description qui est faite de l'Afrique pour dire que quelque chose d'autre que les coups d'État militaires est possible. Même son de cloche avec un ton plus ferme pour le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Nous devons prêter garde pour protéger les institutions et protéger la démocratie. Je souhaite réitérer le fait que nous sommes contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement dans notre sous-région et nous allons continuer à le faire. L'exemple de démocratie récemment démontré par le Libéria vaut à George Weah, président sortant, une standing ovation de ses pairs. Lors de la session à huis clos, les leaders de la sous-région entendent se faire une idée claire de la situation sociopolitique et économique de la zone. Au menu, l'évaluation des processus de transition au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et la situation au Niger. Il est aussi attendu un rapport sur la mise en œuvre de la monnaie unique, l'ECO.
Et ajoutons que cette 64e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est refermée ce dimanche après-midi. Les leaders de la sous-région ont arrêté plusieurs décisions concernant les pays qui sont en processus de transition. Voici un extrait du communiqué final lu par le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré. Sur la situation politique du Niger, la conférence déplore profondément la détention prolongée du président Mohamed Bazoum, de sa famille et de ses associés par le CNSP. La conférence, en outre, déplore davantage le manque d'engagement de la part du CNSP pour restaurer l'ordre constitutionnel. Par conséquent, la conférence invite le CNSP à libérer le président Mohamed Bazoum, sa famille et ses associés immédiatement et sans condition. La conférence décide de mettre en place un comité de chefs d'État qui se compose du président et chef d'État de la République togolaise, le président et chef d'État de la Sierra Leone, le président et chef d'État de la République du Bénin, pour engager un dialogue avec le CNSP et les autres acteurs en vue de convenir d'une période de transition, une feuille de route de transition très courte qui mettra en place les organes de transition, de même que la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation de la transition pour une restauration rapide de l'ordre constitutionnel normal. Sur la base des produits du dialogue entre le comité des chefs d'État avec le CNSP, la conférence va procéder progressivement à l'allègement des sanctions posées sur le Niger. Donc, à défaut de se conformer au résultat du dialogue avec le comité, la CEDEAO va maintenir toutes les sanctions, y compris l'utilisation de la force, et va inviter l'Union africaine et tous les autres partenaires à appliquer des sanctions ciblées sur les membres du CNSP et de leurs associés. Pourtant, sur les processus de transition dans la région, la conférence prend note de la récente mission de la Troïka pour réfléchir sur la situation politique dans la région, y compris sur le processus de transition au Burkina Faso, en Guinée, au Mali. La conférence salue le référendum national qui a réussi au Mali et félicite les autorités de transition pour ce qui a été déployé. Cependant, l'autorité note avec préoccupation que les autorités de la transition sont réfractaires à coopérer avec la CEDEAO la mise en œuvre de programmes de transition et d'autres activités d'un intérêt pour la région. La conférence déplore la décision unilatérale prise pour la mise en œuvre d'un programme de transition autre que celui qui a été convenu avec la CEDEAO. Donc la conférence demande à la Troïka, sous le leadership de son président, le président Patrice Talon de la République du Bénin, d'entreprendre une visite urgente au Burkina Faso, en Guinée et au Mali en vue de pouvoir réengager donc, les trois pays sur la mise en œuvre du programme de transition. Autre chose dans l'actualité ce soir ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la commission des affaires économiques et financières du Sénat au travail. Les sénateurs ont examiné et validé plusieurs budgets de ministères. Des détails avec Kader Sogodogo. En 2024, le budget du ministère de la Santé s'élève à environ 590 milliards de francs CFA. Celui de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a atteint 62 milliards 405 millions de francs CFA. L'emploi et la protection sociale a défendu un budget de 48 milliards 242 millions de francs CFA. La femme, la famille et l'enfant, plus de 27 milliards de francs CFA. La santé et le bien-être des populations restent des préoccupations constantes pour l'État. Le budget du ministère de la Santé, femmes, familles, enfants, affaires sociales, cohésion nationale, solidarité, lutte contre la pauvreté. Ces budgets-là permettront aux différents ministères de mieux adresser la question du social et de la santé sur toute l'étendue du territoire. Le ministère de la Communication, plus de 37 milliards de francs CFA. La culture et la francophonie, 24 milliards de francs CFA.
La promotion de la jeunesse, l'insertion professionnelle et le service civique, 65 milliards 608 millions de francs CFA. Nous nous réjouissons de ce que nos budgets aient été adoptés à l'unanimité pour un peu plus de 24 milliards pour le ministère de la Culture et de la Francophonie, pour un peu plus de 65 milliards pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et pour un peu plus de 37 milliards en ce qui concerne le ministère de la Communication. Le tourisme et les loisirs, 14 milliards 38 millions de francs CFA. Le sport et le cadre de vie, 40 milliards 714 millions de francs CFA. Un budget qui prend en compte l'entretien des infrastructures sportives après la CAN. Juste après les compétitions, les infrastructures continueront d'être entretenues par les entreprises qui les ont réalisées. Nous avons recruté 5000 jeunes Ivoiriens qui seront formés au métier du sport en vue d'assurer la maintenance de ces stades pour ne pas que ces infrastructures tombent en désuétude. Et le budget le permettra. Les différentes dotations sont liées à des programmes bien définis. Le passage des ministres au Sénat pour défendre leur budget au titre de l'année 2024 se poursuit. Des budgets validés pour aussi booster le développement local. Allons un peu plus au nord de Yamoussoukro, Nzrama. C'est le label de riz des femmes de Diabo, Langui, Bonou et Botro. Elles l'ont présenté officiellement au ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Kobena Kwasi Adjoumani soutient l'initiative. Il fait don de matériel agricole à l'association. Le reportage de Charles Tatou. Du riz local, on en produit aussi dans le département de Botro qui compte 3 circonscriptions administratives, dont Diabo, siège des femmes productrices de cette denrée alimentaire. Disposant d'une usine de transformation de riz paddy et des espaces rizicoles, ces femmes regroupées au sein d'une association dénommée Diabo Ville Émergente comptent désormais dans la filière riz avec leur label riz local Nzrama. Pour l'instant, nous avons 141 hectares répartis sur l'ensemble du département de Botro. Il y a beaucoup de surface arable et ce sont les moyens de production qui nous faisaient défaut. Mais là, avec ces équipements de l'agriculture moderne, c'est l'émergence qui arrive dans nos champs et c'est vraiment ce développement rural-là qui est en marche. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières s'y est rendu. Objectif, soutenir l'association des femmes Diabo Ville Émergente, dont les actions répondent à la vision du gouvernement. Kobena Kwasi Adjoumani a visité l'usine de riz, les espaces rizicoles et une parcelle de 80 hectares encore non exploitée, favorable à la culture maraîchère et de riz irrigué. Derrière moi, le riz est déjà mûr, prêt à être récolté. Mais de l'autre côté, vous voyez de la verdure. Si nous pouvons échelonner les productions de cette façon, mais sur toute l'année, nous pouvons disposer de riz. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en production de riz. Le président Alassane Ouattara, qui marche dans les pas du président Félix Houphouët-Boigny, a la même vision. Il se préoccupe du quotidien des Ivoiriens. Temps fort de la visite du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani à Diabo, la remise d'un don de matériel agricole. Quand j'ai vu tout à l'heure l'enthousiasme des mamans, l'engagement qu'elles prennent, j'ai compris que c'est un mouvement qui ira loin. C'est une coopérative qui va faire des émules. Ce don, composé de 2 motoculteurs et d'un mini-camion, vient pour permettre aux productrices de riz local de Diabo d'accroître leur production. Et vous le savez, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou, 1,2 million de tonnes. Il reste maintenant à relever le défi de la transformation qui a atteint 25%. L'association des exportateurs joue sa partition. Elle consacre la 5e édition des Journées nationales du cajou à la question du 14 au 16 février 2024. Léon Brou. Le cajou, deuxième produit d'exportation après le cacao avec 875 000 tonnes cette année sur une production de 1 200 000 tonnes de noix, soit un taux de transformation local de 25%. La Côte d'Ivoire, toujours premier producteur mondial de cajou, se fixe à l'horizon 2030 de transformer de moitié sa production.
et la 5e édition des Journées nationales des exportateurs de ce produit va contribuer à relever ce défi. Pour être un bon transformateur, il faut maîtriser la chaîne des valeurs. Et nous déjà, nous avons la chance de pouvoir maîtriser l'approvisionnement et l'exportation. Avec les nouvelles unités de transformation qui sortent et appartenant aux exportateurs, nous pouvons atteindre les 50%. À cette initiative s'associe l'organisation interprofessionnelle agricole ANACAD et le conseil coton ANACAD. Cette 5e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou prévoit en effet des innovations telles un jeu tombola, des actions sociales et surtout des expositions, des rencontres B2B, des réflexions sur les leviers de la transformation locale. Des travaux du 14 au 16 février 2024 pour impacter les chaînes de valeur, à savoir la production, la transformation, les paysans, les commerçants de produits dérivés de la noix de cajou. En tant qu'exportateur, vous êtes aussi une des vitrines de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que votre responsabilité est grande en termes de qualité de ces produits, tant sur le plan de la noix brute de cajou que sur l'amande. Durabilité de la filière ANACAD, gage de compétitivité de l'économie ivoirienne, thème de la 5e édition des Journées nationales des exportateurs de cajou, ce produit qui représente 15 000 emplois directs et 9% du produit intérieur brut. Dakouri Leiga Thérèse, ou tout simplement Leiga, un prénom que vous connaissez certainement, une actrice de la série culte Ma Famille. Mais depuis quelques temps, la comédienne a connu quelques soucis de santé. Faisant appel au soutien du ministère de la Cohésion nationale et de la Solidarité, elle a reçu la visite de la ministre Belman Dogo. Un reconfort et une assistance au nom du gouvernement que nous voyons dans ce reportage de Michel Mambo, Jamak Djadji. Visite inopinée de la ministre Belman Dogo dans la famille d'accueil de l'actrice comédienne Thérèse Leiga Dakouri dans la commune de Koumassi. En situation de handicap important depuis 9 ans, dû à une opération chirurgicale compliquée du col du fémur droit, une nouvelle chirurgie par prothèse totale de sa hanche est urgente. La titulaire au poste de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est venue s'imprégner de son état de santé. Thérèse Leiga ne cache pas sa joie. Je ne peux que lui dire merci, un grand merci. Je suis dépassée, je n'en reviens pas, mais je ne peux que dire merci et je rends gloire à Dieu. Comme le président l'avait dit, ouvrez un peu les portes pour que les gens puissent avoir accès à vous. Avec elle, on n'a même pas besoin, elle a déjà ouvert les portes. Donc pour moi, je lui dis merci. Après observation, la ministre Belman Dogo exprime la compassion du gouvernement et salue l'élan de solidarité autour de l'artiste. Nous avons pris la décision qu'elle soit dans un centre pour femmes. Ensuite, avec le ministère de la Santé, elle aura la prise en charge pour son état de santé. Dès qu'elle sera très bien installée là où elle doit être, nous passerons à nouveau la visite avec la ministre de la Culture, lui dire que le gouvernement est à ses côtés. C'est une prise en charge totale, mais notre priorité est son état de santé. Lorsqu'elle ira mieux, elle pourra reprendre ses activités. Pour rappel, Dakouri Leiga Thérèse, âgée de 60 ans, fut actrice comédienne dans la série télévisée à succès Ma Famille. Elle est à ce jour réduite de sa mobilité à la suite d'une chute de son lit, ayant causé une fracture du col du fémur droit. Dans le cadre du Dimanche Magazine, à 13h, Armand Guivet a reçu Kamara Kougosou, chef de service planification, suivi et évaluation du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Ils ont parlé des 16 jours d'activisme initiés par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Voici un extrait de l'entretien. La violence basée sur le genre, c'est tout acte qu'on va poser sur une personne qui va lui porter des préjudices. Ça peut être physique, psychologique ou et économique, en se fondant sur la différence que la société fait entre l'homme et la femme. Déjà, le 25, il y a notre ministre, Mme Nassedeba Touré, qui a adressé le message à la nation qui concerne ces 16 jours d'activisme. Et puis également, il y a des activités, surtout qui sont menées avec les radios de proximité, sous la supervision de nos directeurs régionaux. Et puis on a également des activités communautaires
qui consiste en tout cas à mobiliser les communautés. Comme vous le savez, toutes ces violences viennent des communautés. Donc il faut échanger avec ces communautés afin de pouvoir apporter des comportements qui puissent nous permettre de ne plus avoir ces violences. Ces actions ont eu des impacts et puis les chiffres nous indiquent que cette campagne porte. De plus en plus, les populations ont recours à notre système de réponse. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de faire du bon travail et les populations ont de plus en plus confiance parce qu'elles bénéficient des prises en charge. Vous avez la société civile qui est fortement mobilisée pour lutter contre ces violences. Bien sûr, il y a les partenaires techniques et financiers, le système des Nations Unies, des agences de coopération. Et c'est tout ce monde-là que nous appelons acteurs qui contribuent véritablement à lutter contre ces violences basées sur le genre. Nous devons investir dans la prévention afin qu'on puisse véritablement faire le dialogue communautaire pour toucher les communautés et les amener à changer ces normes qui font le lit des violences basées sur le genre. Et dans l'actualité politique, Koné Mamadou est le nouveau président de l'Union des jeunes du RHDP. Il a été élu hier samedi avec 46,87% au terme de l'Assemblée générale au Parc des Sports de Treichville. Le successeur de Dassanson lance un appel à la cohésion. Éric Goré. Koné Mamadou, c'est bien lui. Il est désormais le président des jeunes du RHDP. Il a été élu au cours de l'Assemblée générale élective des jeunes du parti. Il se dit à la disposition de son parti. Nous sommes venus en mission en tant que jeune d'un parti politique à l'orée de 2025, puisqu'il y aura quand même une élection présidentielle. Il est essentiel pour nous jeunes du parti au pouvoir de quand même rester mobilisés pour la cause de notre parti. Nous sommes des soldats. Nous sommes élus juste pour être en mission pour le parti. Une élection qui s'est faite selon les règles et les tests du parti, selon le président du comité électoral, Maître Aboulaye Ben Meïté. Les élections sont bien déroulées. Vous avez dû noter effectivement que c'était dans un environnement de fraternité militante. Mais au soir, donc au terme du processus électoral, il y a un candidat qui a été déclaré élu, donc vainqueur. Koné Mamadou a dévancé son challenger, Philippe Kraboué. Celui-ci se dit prêt à travailler avec le nouveau président élu. Nous sommes tous au sein du RHDP, nous devrons tous rester mobilisés pour l'objectif 2025. Voilà, écoutez, une élection de la jeunesse au sein d'un parti politique ne doit pas aboutir à des crises post-électorales. Nous sommes tous disposés à nous mobiliser pour un objectif commun, travailler avec lui pour aller de l'avant. L'Assemblée générale élective des jeunes du RHDP fait partie du renouvellement des instances du RHDP. Et après cette élection, les jeunes du RHDP ont rendu hommage au président de la République ce dimanche. C'était au parc des expositions de Port-Bouët, un rassemblement de la jeunesse du parti des oufouettistes pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État. On retrouve Éric Goré. 10 000 jeunes au parc d'exposition de Port-Bouët venus manifester leur attachement à la démocratie et leur amour au président Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP. Les jeunes de cette formation politique célèbrent l'an 3 de prestation de serment de leur champion. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au président de la République, président de notre grand parti, le RHDP, son Excellence, M. Alassane Ouattara, pour le soutien inconditionnel accordé à la jeunesse et pour l'opportunité qu'il nous donne de servir notre grand parti, le RHDP. Le premier mandat de la Troisième République, un succès visible au regard du développement amorcé par le pays. Même en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, les associations des jeunes sont touchées. Elles reconnaissent le leadership du président Alassane Ouattara. Les investissements étrangers, c'est possible quand il y a la stabilité politique. Et nous le remarquons maintenant en Côte d'Ivoire. Moi, je reste impressionnée quand je vois dans la même institution des amis chrétiens, des amis musulmans qui travaillent ensemble. Vous ne réalisez peut-être pas de la chance que vous avez, que cette opportunité, que vous vivez, vous coexistez ensemble. Un parterre de personnalités présentes à cette cérémonie salue cette initiative. La présence de ces jeunes venus de la sous-région, c'est parce qu'il faut une solidarité sous-régionale. Je pense fondamentalement qu'une alliance sous-régionale composée de ces jeunes venant donc de pays différents, d'idéologies différentes, avec pour socle défendre la démocratie est important, au regard de l'actualité sous-régionale et continentale. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, en a profité pour sensibiliser les jeunes. L'occasion du retour de la démocratie et de l'état de droit qui crée le contexte de paix dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui fait que tous les acteurs politiques
peut faire de la politique sans être inquiété. Cissé Ibrahima Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, invite les jeunes à faire bloc autour du président Alassane Ouattara en toutes circonstances. Merci aux jeunes de se souvenir. Merci aux jeunes de reconnaître le président toutes les actions qu'il a posées, non pas en faveur des jeunes seulement, mais en faveur de toute la Côte d'Ivoire. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto représentait à cette cérémonie le président du directoire, Gilbert Kone-Kafana. Les hommes de la trempe du président Alassane Ouattara se célèbrent. Ils se célèbrent parce qu'ils font gagner leur pays. Le président Ouattara, au-delà de faire gagner la Côte d'Ivoire, fait gagner l'Afrique tout entière. Je dirais que les jeunes du RHDP mesurent les enjeux, sont conscients des défis qui restent à relever pour notre grand pays. Les jeunes ont vibré, tous au rythme des mélodies conçues spécialement pour le président de la République, chantées par des artistes issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Des prières pour consolider la cohésion sociale à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Des guides religieux de la commune d'Abobo ont prié pour la Côte d'Ivoire. Des prières également pour un bon déroulement de la CAN 2023 qui démarre en janvier. Frédéric Oulaï, Jamagaji. À l'église La Délivrance, dans la commune d'Abobo, les guides religieux et leurs fidèles intercèdent pour la paix en Côte d'Ivoire. L'initiative de cette séance de prière est portée par l'association Fraternité, dirigée par le bishop Henri Kouassi. Pour l'initiateur, il s'agit d'accompagner les actions gouvernementales par des prières. Si les hommes de Dieu se mettent ensemble, nous crions à Dieu, tout ce que l'ennemi cherche dans cette nation de la Côte d'Ivoire va échouer. Et c'est pour ça que nous avons pris notre bâton de pèlerin pour se lever, pour prier pour notre Côte d'Ivoire, prier pour la canne. Parce que nous prions pour que, oui, tout ce qui a été dit, pour que cette canne-là, la coupe reste ici. Nous sommes très heureux ce matin. Nos frères chrétiens nous ont invités pour la prière pour la Côte d'Ivoire, la prière pour la nation, la prière pour Abobo, pour la paix. Donc c'était obligé que nous soyons là, parce que les musulmans et les chrétiens, nous sommes même père, même mère. Cette journée a bénéficié du soutien de la communauté musulmane, conduite par l'imam Souleymane Traoré et certains parlementaires. Ce qui s'est passé ici, je ne souhaite pas à notre pire ennemi de le vivre. Mais aujourd'hui, nous sommes en paix. Pour la paix, il n'y a pas assez de sacrifices pour faire la paix. Pour demander à Dieu de mettre sa grâce sur ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Des enseignements sur la cohésion sociale ont également animé cette journée de prière. Toujours en religion, la communauté chrétienne catholique de Ingracon, dans le département d'Alépé, était mobilisée hier samedi aux côtés d'un des fils du village. Fraîchement ordonné prêtre, le révérend père Johnson Manda Yabo a célébré sa première messe d'action de grâce. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le guide religieux. Son village lui a manifesté tout le soutien à travers des prières et des présents. Khalil Diomandé. Ordonné prêtre en juillet dernier, le révérend père Johnson Manda Yabo célèbre sa première messe d'action de grâce à Ingracon, son village dans le département d'Alépé. La communauté catholique et les têtes couronnées mobilisées dans l'allégresse pour lui témoigner leur soutien dans cette nouvelle mission qui s'offre à lui. Depuis sa jeunesse, il était avec nous. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on l'a ordonné prêtre, donc c'est une joie pour nous. Que Dieu bénisse son ministère et que vraiment, il soit un servant de Dieu et qu'il prie pour la nation. Et quel que soit notre âge, dès que nous sentons la paix de Dieu, nous avons l'obligation d'être bons, d'être sages, d'être un modèle. Et nous souhaitons qu'il soit un modèle pour nous, mais également pour l'Église en Côte d'Ivoire. À sa prise de parole, ses premiers mots sont de gratitude. Le nouveau prêtre veut également compter sur les prières de sa communauté pour servir avec brio. Merci à mes différents curés chez qui je suis passé pour ma formation, que la population, la communauté paroissiale prie toujours pour moi parce que j'en ai effectivement besoin. Le révérend père Johnson Manda Yabo est le 8e prêtre du village de Ingracon. Il servira à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Cocody.
En culture, c'est un festival qui s'impose dans le centre du pays. Les amoureux du reggae se retrouvent à Bouaké chaque année sur invitation de l'initiateur, le journaliste, notre confrère Abou Sanogo. L'édition 2023 a connu une série d'actions sociales, une opération coup de balai au quartier Koko, remise des kits aux nouvelles mamans et des équipements d'hygiène à la maternité. L'action sociale s'est poursuivie à la maison d'arrêt et de correction. Les pouponnières n'ont pas été oubliées. On le voit dans ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Portail principal de la maternité du quartier Koko à Bouaké. Maestro, Zezeto, Kader Keita, Adam Daiko, Mati Dollar, Sualio Diomandé et d'autres visages bien connus du monde du show business et du domaine du sport lancent l'opération coup de balai pour le Bouaké nouveau. Les alentours de ce centre sanitaire vont connaître ainsi un nettoyage. C'est le volet social du Bouaké Reggae Festival. On a vu le ministre maire de la commune de Bouaké descendre dans la boue pour nettoyer, donner l'exemple. Alors pourquoi pas nous autres? Certes, nous organisons un festival, mais ce festival-là, c'est aussi ces actions que nous devons mener. Nous sommes conscients des efforts déployés donc par le gouvernement, par le président de la République Alassane Ouattara, pour la bonne santé, pour le bien-être des populations. Et donc tenons compte de tous ces aspects pour accompagner également les actions du gouvernement. L'étape bénéficie de l'implication du service assainissement de la mairie de Bouaké, de la NAGED, d'ONG partenaires et des populations riveraines. Ils ont fait, c'est une très bonne chose. Ils sont à féliciter. Ils sont venus rendre notre quartier très propre. C'est des enfants qui naissent au sein de cette maternité. Donc nous avons le devoir de protéger cet environnement en s'occupant réellement de la salubrité. Après Koko, la maison d'arrêt et de correction. Avec l'appui de Moussa Bamba, opérateur économique, des dons composés de vivres, de vêtements et de produits d'hygiène corporelle et environnementale sont remis aux pensionnaires, femmes et mineurs. Un peu plus loin, Ngatakro. La maison des bébés reçoit un don qui arrive à point selon la responsable des lieux. Nous n'avons aucune subvention et on vit à l'aide des dons ponctuels. Et donc, ces dons-là sont venus à pic parce qu'on en a besoin. Cette journée va s'étendre à la pouponnière municipale de Dar es Salaam et à celle du quartier Air France. Samedi, le grand concert avec en tête d'affiche le reggaeman originaire de Bondoukou, Jim Kamson. La journée du vendredi est consacrée aux panels et conférences sur le thème « Agissons ensemble contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille ». Et rappelons que le vice-président de la République, Tiemoko Mediekone, a regagné Abidjan ce dimanche 9 novembre en provenance d'Abuja, au Nigeria. À Abuja, il a pris part aux côtés des dirigeants de l'Afrique de l'Ouest au sommet de la CEDEAO consacré aux questions sécuritaires et aux situations au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger. Le vice-président de la République a été accueilli par le Premier ministre et des membres du gouvernement. Le reste de l'actualité, c'est dans le 7 sur 7, un retour sur les principales informations de la semaine avec Abdoulaye Koné. En Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoko Embalo a dissous le Parlement, dominé par l'opposition. Il avait dénoncé une tentative de coup d'État 3 jours après des affrontements qui ont sémé la panique dans la capitale. Cette décision du président bissau-guinéen a été prise au cours d'une réunion du Conseil d'État convoquée pour l'occasion au palais présidentiel. Le Rwanda et le Royaume-Uni ont signé mardi un nouveau traité pour expulser des migrants arrivés illégalement à Londres. Le nouvel accord a été signé à l'occasion d'une visite par le ministre de l'Intérieur britannique et le ministre rwandais des Affaires étrangères. Parmi les décisions prises, des garanties que les migrants ne seront pas renvoyés vers les pays tiers et la mise en place d'un tribunal d'appel dédié à Kigali. Au Gabon, le président de la transition était mercredi à Yaoundé, au Cameroun. Une visite qui s'inscrit dans le sillage de plusieurs rencontres ces derniers mois avec les chefs d'État de la sous-région. Une tournée que le nouvel homme fort du Gabon a entrepris depuis sa prise de pouvoir à Libreville. Au Cameroun, il s'est entretenu avec Paul Biya sur la situation politique du
Gabon notamment. Le Burkina Faso poursuit ses réformes constitutionnelles. Ce jeudi, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi comportant un certain nombre de modifications des grands corps de l'État. L'ancien ministre burundais de la Sécurité publique, puis Premier ministre, a été condamné vendredi à la prison à perpétuité. Arrêté il y a 8 mois, il était poursuivi pour 7 chefs d'accusation. Il est accusé notamment d'avoir mis en place un plan d'assassinat du président et amassé des richesses considérables. Le ministre israélien des Affaires étrangères estime qu'un cessez-le-feu à Gaza empêcherait l'effondrement de l'organisation du Hamas. Les États-Unis ont mis leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur un appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. Le texte présenté appelait également à la protection des civils, à la libération immédiate, inconditionnelle de tous les otages et à assurer l'accès humanitaire. En Égypte, les bureaux de vote ont ouvert très tôt ce dimanche pour un scrutin présidentiel de 3 jours. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, brigue un 3e mandat. Le vote censé départager 4 candidats sera clos le mardi prochain et les résultats finaux seront annoncés le 18 décembre 2023. Le 7 sur 7 avec Sidonie Davila met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h, demain 20h. Retrouvez Fatou Fofana ce soir. Le sage nous apprend que celui qui désire le miel doit aussi supporter la piqûre des abeilles. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.